Salut, c'est Zaba et commençons tout de suite la quête de l'ADN céleste. Ce squelette serait-il celui d'un être supérieur? En tout cas, c'est l'affirmation d'un chercheur et d'un auteur mondialement célèbre. Zecharia Sitchin a affirmé qu'une reine sumérienne, morte et enterrée depuis 4500 ans, était une extraterrestre ou en partie. Zecharia, l'une des célébrités les plus controversées de l'archéologie, a déclaré qu'il était prêt à miser tout ce qu'il avait jamais écrit sur un seul test ADN. Il suffisait de tester les restes de l'ancienne reine. Zecharia affirmait que cela suffirait à prouver que les premiers humains étaient des hybrides d'extraterrestres. Sitchin est décédé en 2010, la même année où il a insisté sur le fait que la femme devait être testée génétiquement. Et il était l'auteur de très nombreux livres à succès, mais qui étaient aussi très controversés, tels que les Guerres des dieux et des hommes, La 12e planète et les Chroniques Anunnaki. Il a commencé à parler de ces théories dans les années 70 et c'est lui qui a véritablement popularisé le sujet et suscité autant de débats. Et dans tous ses livres, Zecharia a détaillé le voyage d'extraterrestres venant de la planète Nibiru sur Terre où ils auraient utilisé une partie d'eux-mêmes pour créer des humains en tant qu'esclaves. L'idée principale était, et encore dans de nombreux cercles, que les premiers souverains de l'humanité étaient principalement des sortes de créatures divines avec un peu d'ADN humain. Et au fil des années, ils auraient perdu leur sang divin extraterrestre et seraient devenus plus humains. Et vous comprendrez donc pourquoi ces ouvrages sont tant décriés, voire moqués par la communauté scientifique. Mais selon Sitchin, les extraterrestres étaient les dieux Anunnaki, adorés par les Sumériens, ainsi que les Néphilim dont parle la Bible. Les idées de Zecharia ont inspiré d'autres chercheurs à écrire leurs propres livres, comme l'autre célèbre auteur tout autant décrié, Eric von Daniken, et bien d'autres qui ont été méprisés par la communauté scientifique. Mais penchons-nous un peu sur la reine que Sitchin voulait tant faire analyser biologiquement. Elle était une reine, et ses ossements ayant été découverts en Irak dans les années 20. À la même époque où la tombe de Toutankhamon a été découverte en Égypte. Son nom était la reine Pouabi. Des scientifiques du musée d'histoire naturelle de Londres ont confirmé que Pouabi avait 40 ans lorsqu'elle était morte. Elle a probablement régné dans la première dynastie d'Ur comme l'une des reines les plus puissantes de l'Antiquité. Elle a vécu 2500 ans avant Cléopâtre. Et à titre d'exemple, Cléopâtre a vécu il y a seulement 2054 ans, donc il y a plus d'années qui séparent Pouabi de Cléopâtre que Cléopâtre d'aujourd'hui. Mais comme vous vous en doutez, Zecharia ne pensait pas que Pouabi était simplement une reine. Il croyait qu'elle était une nin, un terme sumérien pour désigner déesse ou bien prêtresse. Il était convaincu, à 90 ans, que si les scientifiques analysaient son ADN, ils prouveraient que Pouabi était apparenté à des êtres extraterrestres de Nibiru. Mais bien évidemment, pour la communauté scientifique, les travaux de Sitchin relèvent plus de la fiction. Peut-être même que certains penseront que je suis fou, ne serait-ce que d'en parler. Mais quoi qu'il en soit, il y a énormément de théories très intéressantes relevées par Sitchin. Par exemple, son interprétation de l'histoire d'Adam et d'Ève. Tout le monde connaît déjà l'histoire racontée depuis des milliers d'années par des centaines de civilisations. Leurs noms changent et leur histoire diffère un peu, mais il y a toujours un mythe sur l'origine du premier homme et de la première femme. Et presque toujours, les personnages d'Adam et d'Ève sont impliqués dans une sorte de fruit défendu, suspendu à un arbre de vie éternelle. Zecharia croyait qu'il y avait une explication scientifique parfaite à cela. Il voyait le mythe d'Adam et d'Ève comme une référence à des extraterrestres créant les premiers humains. Ce fruit défendu qui a valu à Ève d'être chassée du jardin d'Éden, Zecharia pensait que c'était un morceau du génome extraterrestre qu'il ne voulait pas que les humains aient. Certains poussent même la réflexion encore plus loin en supposant qu'il s'agissait d'une sagesse supérieure, voire même de l'immortalité. Et quoi qu'il en soit, pour eux, les Anunnaki nous en ont privés. Être séparés du fruit défendu nous aurait donc empêché de nous élever au-dessus de notre nature simiesque. Mais loin de toutes ces théories, le rêve de Sitchin aurait été réalisé. Sitchin, avant sa mort, a réussi à convaincre un scientifique expert dans le domaine pour réaliser des tests. Le professeur danois Esker Willerslev, un expert en ADN préhistorique.
Il a mené des tests préliminaires sur les restes, tout en exigeant qu'une équipe de tournage danoise documente le travail pour garantir la transparence. Willerslev a réussi à obtenir des fragments osseux des restes de la reine Puabi du musée d'histoire naturelle de Londres. Il a ensuite mené des tests sur les restes à Copenhague, mais il a trouvé que l'ADN était trop mal conservé pour donner des résultats utiles. Au lieu de cela, il a testé les acides aminés et a découvert que les restes étaient 100% humains. Oh merde! Oh, c'est con ça! Willerslev a même rapporté les résultats à l'équipe de Sitchin, mais leur réaction était prévisible. Ils ont rejeté les résultats comme incorrects. La reine de Saba. Les restes de la plus importante reine biblique ont-ils vraiment été trouvés et volontairement cachés? Il y a 12 ans, une excavation britannique a fait une découverte incroyable avec le potentiel de changer l'histoire. Mais maintenant, plus d'une décennie plus tard, tout cela a été oublié. Il y a 3000 ans, la grande reine de Saba est arrivée à Jérusalem avec des piles d'or en cadeau pour le roi biblique Salomon. Elle était la dirigeante d'un royaume vaste et extrêmement riche qui s'étendait à travers l'Éthiopie et le Yémen d'aujourd'hui. Elle est aussi légendaire que Cléopâtre, mais sans les références historiques. La plupart de ce qui est connu sur la reine de Saba vient de textes bibliques et religieux en général. Puis est venue Louise Schofield, ancienne conservatrice du British Museum. Elle a organisé une excavation dans le nord de l'Éthiopie dans l'espoir de prouver que la reine de Saba était bel et bien réelle. Elle a véritablement trouvé des indices, mais qui n'étaient pas sous forme d'ossements ou d'or. Louise a découvert un champ de bataille, un temple et une mine d'or, littéralement. La première indication est apparue lorsque les chercheurs ont trouvé une immense stèle de pierre de 6 mètres de haut, gravée d'un soleil et d'une lune croissante. Et ce sont justement les symboles de la terre de Saba. La principale divinité des habitants de Saba était le dieu de la lune, Al-Maka, et tandis que d'autres peuples comme les Romains ou les Égyptiens rendaient principalement hommage au soleil, Saba vénérait la lune. Louise s'est faufilée sous la pierre malgré les avertissements des habitants lui disant qu'il y avait un cobra géant vivant en dessous. Elle n'a pas trouvé de cobra, mais a repéré une inscription écrite en ancien sabéen. Il était évident à ce stade que les ruines de Saba étaient disséminées à travers le nord de l'Éthiopie, oubliées depuis des millénaires. Près de la stèle brisée, Louise a trouvé des colonnes brisées et des canaux de pierre finement sculptés dans les ruines d'un temple énorme. Et elle supposait que le temple était dédié au dieu de la lune à un moment donné au 8e siècle avant notre ère. Près du temple se trouvait le champ de bataille où Louise a découvert une série d'os avant de passer un puits mystérieux enterré à environ 1,2 m de profondeur dans une colline. Louise a identifié le puits comme étant l'entrée d'une mine ancienne, probablement la source de la richesse incroyable de la reine de Saba. Il n'y a plus d'or maintenant et il ne reste plus qu'un vieux crâne à l'entrée du puits, sculpté d'une écriture sabéenne indéchiffrable. Pourtant, les Éthiopiens passent leur journée à chercher de l'or dans la rivière voisine, car de temps en temps, un peu de cette richesse oubliée refait surface. Mais que signifient toutes ces découvertes? Elles semblent confirmer que Saba, parfois orthographié Sheba, était un empire légitime. Il était puissant et assez riche pour commercer avec Jérusalem et Rome. Sa reine, la plus célèbre, est immortalisée dans la Bible et dans le Coran. Et dans chaque livre saint, la reine de Saba possédait des richesses qui rivalisaient avec n'importe quel roi du monde. Louise pense qu'il est possible que la mine d'or qu'elle a trouvée soit la source de cette richesse. Le royaume pourrait avoir été construit directement sur l'une des veines d'or les plus riches jamais trouvées. Malheureusement, il n'y a pas de progrès supplémentaire dans l'enquête de Louise au cours de la dernière décennie. La région nord de l'Éthiopie est devenue très dangereuse à explorer, entraînant une baisse de la recherche archéologique bien sûr. Mais la vérité est toujours là quelque part, et c'est le fils de la reine de Saba, Ménélik ou Ebna Hakim, dont les descendants sont devenus les premiers rois d'Abyssinie ou d'Alabash. La réhabilitation du roi. L'un des rois les plus méprisés de l'histoire anglaise vient d'être réhabilité grâce à une découverte exceptionnelle. Parfois, l'histoire est changée volontairement grâce à un travail acharné et à de la détermination. Et suite à la découverte inhabituelle d'un os d'un roi sous un parking, les historiens ont commencé à réhabiliter la mauvaise réputation de ce dirigeant décédé.
Le roi Richard III était le premier monarque anglais à combattre aux côtés de ses hommes sur le champ de bataille et à mourir pour cela. Il a régné pendant seulement 2 ans, de 1483 à 1485. Il était le dernier de la maison d'York, le dernier roi de la lignée des Plantagenets, et il était le dernier dans de nombreux aspects. Il a également été considéré comme un méchant pendant près de 5 siècles. Mais qu'a fait au juste Richard pour être aussi détesté? Eh bien tout simplement, il a volé le trône à ses jeunes neveux après la mort de son frère. Et il a probablement aussi tué ce même frère. L'historien Thomas More a écrit que le roi Richard était tordu et déformé, avec le dos courbé et son épaule gauche plus haute que la droite. D'autres historiens de l'Angleterre médiévale ont également décrit le roi Richard comme ressemblant au bossu de Notre-Dame. Philippa l'Anglais fait partie d'une société dont vous n'avez certainement jamais entendu parler. Elle appartient à la Richard Tree Society, un groupe dédié à débarrasser le roi de sa mauvaise réputation. Philippa a passé des années à collecter des fonds pour fouiller un parking à Leicester, en Angleterre, où elle pensait que le roi pouvait être enterré. Et elle avait raison. Mais attendez une seconde. Pourquoi au juste un vulgaire parking a été bâti sur les restes d'un roi anglais? Et pourquoi a-t-il fallu que Philippa réunisse des fonds pour le déterrer? Pour mieux comprendre, il faut revenir à sa mort le 22 août 1485, lors de la bataille de Bosworth. Richard a mené une unité de cavalerie contre Henri Tudor dans une tentative de mettre fin aux guerres des Deux Roses. Cela ne s'est pas déroulé comme prévu pour Richard. Il a été tué par les partisans d'Henri. Une analyse du squelette de Richard a montré qu'il a perdu son casque à un moment donné pendant la bataille. Il a probablement été touché à la tête par une hallebarde, une arme d'astre à 2 mains avec une lame de hache et une pointe sur un long manche. Ainsi, il n'est pas mort de la meilleure des façons. Et après la bataille, il a été traîné jusqu'à Greyfriars, la base des franciscains à Leicester. Richard était tellement méprisé qu'il a été enterré dans une tombe grossière et oublié. Et après que l'ordre des franciscains a été dissous en 1538, le lieu a été démoli et sa tombe a été perdue. Cependant, elle n'a jamais été totalement perdue. Philippa savait tout comme d'autres historiens que les ruines de Greyfriars étaient probablement sous le parking. La détermination de Philippa a conduit à la découverte de son corps en septembre 2012. Elle espère que maintenant que le squelette du roi est disponible, les scientifiques pourront confirmer qu'il ne ressemblait pas à un bossu et n'était pas le méchant que l'histoire a dépeint. Le lien secret. La culture chinoise aurait-elle des origines égyptiennes? C'est ce que pourrait prouver une nouvelle découverte bouleversante. On ne s'imagine même pas les apports de l'ancienne Chine à notre vie quotidienne, de l'invention du papier à la production du thé, en passant par la poudre, les boussoles et même les premières techniques d'impression bien avant Johann Gutenberg. Et selon une nouvelle étude dirigée par un géochimiste nommé Sun Weidong, la civilisation chinoise pourrait avoir débuté dans l'Égypte ancienne. On aurait volé l'imprimerie aux Chinois, mais la Chine aurait volé toute sa culture aux Égyptiens. En tout cas selon ces théories. Mais comment quelqu'un peut-il arriver à cette conclusion? L'architecture est différente, les dieux sont totalement différents entre les deux cultures et tout le reste est différent. Sun Weidong a commencé à formuler sa théorie il y a près de 20 ans tout en étudiant les branches chinois de 1400 avant notre ère. Lors de ses recherches, Sun a remarqué un ensemble particulier de reliques partageant une similitude chimique avec les métaux utilisés en Égypte ancienne. Les bronzes d'Inchang ne ressemblent pas aux artefacts égyptiens, mais leur composition chimique est plus proche des artefacts égyptiens que d'autres artefacts chinois. Sun Weidong a donné 2 explications à cela. Il croit que les œuvres en bronze pourraient avoir été coulées près de l'Égypte, puis expédiées en Chine par bateau. Soit cela, soit quelque chose d'autre de vraiment choquant. Sun prétend que l'autre possibilité est qu'un groupe de personnes d'Égypte aurait migré vers la Chine, transportant des minerais de bronze et d'étain. Les bronzes d'Inchang sont les seuls artefacts trouvés, fabriqués à partir du même métal ou du même alliage utilisé par les Égyptiens. L'idée est que le groupe qui a voyagé en Chine l'a fait avec une petite quantité de minerais et l'a utilisé pour créer ces artefacts. Sun est même allé encore plus loin en affirmant que ces Égyptiens auraient été en quelque sorte les ancêtres des Chinois modernes. Il y a 3400 ans, un groupe d'Égyptiens serait arrivé en Chine et se serait mélangé à la population locale. Mais c'est une théorie qui met énormément de monde en colère. Les archéologues chinois en premier contestent ces affirmations
car si elles étaient vraies, cela réécrirait complètement l'histoire chinoise. Le chaînon manquant. Les scientifiques ont identifié un de nos ancêtres qui était complètement inconnu et qui pourrait tout changer. L'Homo sapiens pourrait avoir un nouveau cousin dont l'ADN a été retrouvé dans celui des Mélanésiens modernes, un groupe de personnes vivant dans le Pacifique Sud. Les scientifiques ont toujours trouvé des brins d'ADN particuliers qui semblent provenir d'une espèce humaine qui n'a jamais été identifiée auparavant. Vous vous rappelez peut-être comment j'ai dit plus tôt que Zecharia Sitchin croyait que quelque part, profondément dans l'ADN humain, se trouvaient les restes des Anunnaki. Mais faute de trouver un ADN céleste, on a au moins trouvé un ADN qui était jusqu'ici complètement inconnu. Jusque récemment, les scientifiques étaient d'accord sur le fait que l'Homo sapiens vivait aux côtés des Néandertaliens il y a des dizaines de milliers d'années. Il y avait deux espèces humaines anciennes qui vivaient dans le même voisinage. Ensuite, l'une a disparu tandis que l'autre a évolué. Cela a changé en 2010 de manière très profonde. Quelques ossements découverts en Sibérie ont révélé qu'il existait une troisième espèce connue sous le nom des Denisovans. C'était il y a à peine plus d'une décennie. Et soudain, l'arbre généalogique humain semblait bien plus compliqué. Il y avait l'Homo sapiens, les Néandertaliens et les Denisovans, tous vivant en même temps. Maintenant, les scientifiques ont découvert un quatrième membre de la famille. Ryan Bollender de l'Université du Texas a déclaré « Nous manquons d'une population ». Ryan et son équipe ont essayé de déterminer les pourcentages d'ADN d'hominidés éteints encore portés par les humains modernes. Et pendant les recherches, l'équipe a trouvé de nombreuses divergences. Ils ont confirmé que les humains s'étaient mélangés avec les Néandertaliens et les Denisovans. Mais il y a autre chose qui ne cadre pas. Il y a une autre espèce tout à fait différente qui se mélangeait avec les humains entre il y a 100 000 et 60 000 ans. Et les Néandertaliens ont laissé un peu d'eux-mêmes dans les humains avant de disparaître. Le croisement interespèces a laissé les êtres humains avec des fragments d'ADN néandertaliens dans nos génomes. Et ce n'est pas complètement une bonne nouvelle. En fait, sous certains aspects, c'est une assez mauvaise nouvelle. Les chercheurs ont récemment découvert que les personnes ayant un pourcentage plus élevé d'ADN néandertalien sont plus susceptibles de souffrir de dépression, de crise cardiaque et de troubles de la peau. Et tenez-vous bien car cela va vous choquer. Une nouvelle étude récemment publiée a trouvé des preuves que le papillomavirus humain, également appelé HPV, a été transmis aux Homo sapiens lorsque nos ancêtres se sont mélangés avec les Néandertaliens et les Denisoviens. Par ailleurs, la plupart des gens portent 1,4 et 4% d'ADN néandertalien, au cas où vous vous poseriez la question. Et les Mélanésiens, quant à eux, c'est-à-dire les personnes venant de lieux tels que les Fidji, le Vanuatu, les îles Salomon et la Papouasie-Nouvelle-Guinée, ils ont également entre 1 et près de 5% d'ADN dénisovien. Mais apparemment, en plus de tout cela, ils auraient de l'ADN provenant d'un troisième hominidé jusqu'ici inconnu. C'est ce troisième hominidé qui a le potentiel de changer l'histoire pour toujours. L'homme qui a trouvé l'Arche d'Alliance. Cet homme aurait-il véritablement trouvé l'une des reliques religieuses les plus recherchées de l'histoire ? Dans les années 80, un homme nommé Ron a déclaré avoir découvert l'Arche d'Alliance et l'avoir vue de ses propres yeux. Mais lorsqu'il a essayé de sortir l'arche du trou souterrain où elle se trouvait supposément, un quatuor d'anges serait descendu du ciel et l'aurait empêché de le faire. Vous trouvez que le récit part en sucette ? Attendez la suite. Quand Ron a essayé de publier les photos qu'il avait prises de l'arche, une intervention divine les aurait supposément effacées. C'est une histoire très étrange, mais qui est crédible pour certaines personnes qui croient aux interventions divines. Ron Wyatt était un chercheur amateur avec l'église adventiste du 7e jour. En 1982, il a mené une excavation sous l'endroit exact où Jésus aurait été crucifié dans la vieille ville de Jérusalem. Tout d'abord, Ron a découvert les restes d'une ancienne église chrétienne construite au 1er siècle de notre ère. Et en continuant à creuser, il aurait trouvé des trous étranges taillés dans la pierre. Les trous ressemblaient à des trous de poteaux comme des trous de golf. Ils auraient été utilisés par les Romains pour tenir les croix en bois pour les crucifixions. C'était une preuve supplémentaire que Ron était à l'endroit exact où Jésus serait mort. En tout cas, selon son récit à lui. Sous les trous, Ron aurait trouvé une fissure dans le socle rocheux. Et en dessous de la fissure, il aurait découvert une série de grottes. Et dans ces grottes, il a trouvé solitaire et brillant dans toute sa gloire sainte, l'Arche d'Alliance, rien que ça.
Vous demandez peut-être pourquoi vous n'avez jamais entendu parler de cette histoire auparavant. C'est parce que rien de ce que Ron a affirmé avoir trouvé n'a jamais été vérifié. Personne n'a jamais trouvé les trous de poteaux que Ron aurait trouvés, ni les grottes qu'il aurait découvertes. Ron a dit qu'à l'intérieur de la caverne, juste au-dessus de l'arche, il y avait une sorte de fissure dans la roche avec une substance noire séchée dessus. C'était, selon lui encore une fois, le sang du Christ, au moment exact où le centurion aurait planté sa lance dans le flanc de Jésus. Au final, Ron a été contrecarré par les anges. Ils auraient dit à Ron que le moment n'était pas encore venu pour le monde de connaître sa découverte. Ainsi, les grottes ont été scellées et l'arche est toujours là, attendant le moment approprié. Tiens, c'est une bonne excuse ça. Ce sont les anges qui m'en ont empêché. Ce qu'il faut savoir sur Ron, c'est qu'il a fait beaucoup de découvertes au cours de sa vie. Il a trouvé plus de 100 merveilles bibliques, de l'encre de Noé à la tour de Babel. Ron a même prétendu avoir trouvé la tombe de Noé et celle de sa femme. D'ailleurs, vous pouvez toujours voir son travail entre guillemets au musée archéologique Wyatt à Cornersville, au Tennessee. Et ces très mystérieuses mains trouvées sur une colline renferment un très lourd secret. Découvre-la en cliquant sur cette vidéo.